cloud. Bon, ça marche, hein. Ok, donc peut-être la petite histoire, en fait, Isabelle, tu l'as dit, mon travail, c'est le coaching depuis 1998 maintenant. Et donc, c'est quelque chose que peut-être vous faites aussi pour certaines personnes ici, que j'aime énormément parce que ça connecte très fort à ce qui est vivant chez les personnes. Et évidemment, quand on travaille avec ce vivant-là, c'est extrêmement stimulant. On a des partages, on a des résonances qui nourrissent beaucoup et le travail avec la personne et nous-mêmes en tant que coach et superviseur aussi, bien sûr, ça fait pareil. Il y a quelques années, en fait, quand j'ai démarré en 1998, j'avais une expérience de direction des ressources humaines et j'ai fait du conseil en ressources humaines, du diagnostic social, culturel, organisationnel. Et quand je travaillais comme ça, j'étais formé à des outils d'analyse systémique, analyse socioculturelle. Et j'arrivais à faire des diagnostics qui étaient plutôt intéressants, du moins dire de mes clients. Et puis ça marchait, mais je ne trouvais pas l'énergie qu'il y avait dans le coaching individuel et la joie que j'avais. C'était intéressant, ça marchait bien, j'avais des contrats, mais il manquait un petit plus. Et c'est quand j'ai découvert la démarche appréciative que j'ai découvert quelque chose qui ressemblait pour le collectif à ce que on peut faire avec les individus. C'est-à-dire, au fond, euh, à partir d'une intention d'aspiration, je parle plutôt d'aspiration là que d'objectif, hein, à partir d'aspiration, eh bien, essayer de trouver ce qui, dans l'expérience de l'individu, de la personne, a déjà correspondu à l'expression de ses aspirations, ce qu'elle a déjà vécu et qui lui a été bénéfique et qui a été bénéfique aussi autour d'elle, c'est-à-dire au fond les forces qu'elle a utilisées, les forces de vie qu'elle a mises en œuvre. Et avec la démarche appréciative, évidemment, j'ai retrouvé ça et je l'ai retrouvé pour le collectif. Donc du coup, ça m'a passionné. J'ai commencé à tester avec quelques clients imprudents qui ne savaient pas ce que c'était. Et puis ça a bien marché. Alors j'ai recommencé avec d'autres. Et puis ça a continué à marcher, à tel point qu'en 2006, bah, j'ai publié le premier livre en France sur le sujet, parce que ce n'était pas connu en France à ce moment-là. Et, et puis ce livre a bien marché. Et alors du coup, comme il a bien marché, j'ai ouvert un institut. Mais c'est comme ça que c'est venu. Et en fait, dans la démarche appréciative, il y a toujours une part comme ça de vivant autour des histoires qu'on se raconte. Je vais d'ailleurs vous directement aller quelque part euh, pour que je vais partager mon écran. Allez, je vais essayer de vous montrer, partager l'écran, toc. Où est-ce qu'il est mon machin? C'est pas vrai ça, qu'est-ce que c'est ça? Ce que je veux, c'est pas ça. Sinon, je partagerai pas, mais euh, voilà. Et là, partager l'écran. Ah, voilà. Hop. Normalement, ça doit marcher. Vous voyez vous voyez C'est bon, ok. ça marche. Ok. Donc, bon, bah, je vous dis deux, trois petites choses quand même rapidement avant avant de vous raconter l'histoire de la création. En fait, au départ, quand j'ai parlé de ça à mes amis, consultants, coachs, et aussi d'autres professionnels, m'ont dit, bon, ça marchera jamais en France, ton truc, c'est trop positif, nous, on est négatifs, les Français, ils sont jamais contents, etc. Effectivement, Heu, je me suis aperçu par la suite qu'il n'y avait pas que nous. Quand j'ai parlé à mes collègues anglais, ils m'ont dit: «Oh, chez nous, c'est pareil», et puis quand, on a parlé à notre formateur, à nos formateurs David Cooperrider, créateur de l'approche, et Ron Fry, ils m'ont dit: «Mais pourquoi crois-tu qu'on a inventé l'appreciative inquiry? C'est parce qu'on passe notre temps à avoir les problèmes, aussi». Donc ça m'a décomplexé quand même, et puis je me suis aperçu que les Français, ben, ils accrochaient super bien. Pourtant, par rapport au positif, il y a ce que j'ai écrit là. Vous voyez, il y a une imprégnation idéologique, l'homo economicus, vous voyez, la rationalité économique, c'est de chercher son profit personnel, hein.
J'ai mis la petite phrase de Hobbes, là, un loup est un loup pour l'homme. Donc, et puis, c'est vrai on baigne dans quelque chose qui est plutôt négatif souvent. Et donc, quand on est dans une approche positive, c'est souvent un peu à contre-courant. Euh, En plus, je ne vais pas entrer dans le détail de la neurologie, mais vous savez que notre système nerveux sympathique est très très activé par tous les stimuli, et en particulier par les stimuli stressants et qui nous font peur. Et, il s'emballe souvent par rapport au parasympathique qui nous donne beaucoup plus de paix dans notre vie. C'est pour ça que l'idée du centrage au départ pour se mettre eh bien à l'intérieur, c'est une idée qui aide à fonctionner. Donc, en fait, on a tout ça, un peu ce fond. euh, et moi, je suis un peu réservé. Il y a aussi un autre fond là que j'ai trouvé intéressant, c'est tous les articles qui sont parus entre 67 et 2000 en psychologie. Vous voyez, le ratio de 21 sur 1 de publication en faveur de la colère, l'anxiété et la dépression par rapport à la joie, le bonheur, la satisfaction dans la vie. Alors que déjà, Abraham Maslow, dans les années 50, avait posé la question, mais pourquoi est-ce que la psychologie s'intéresse seulement à ce qui ne va pas? Il a écrit plusieurs bouquins qui en parlent, notamment il y en a un qui s'appelle Vers une psychologie de l'être, dans laquelle il dit ça très clairement. Mais vous voyez, 50 ans, enfin presque 50 ans après, 40 ans après, eh bien on était encore là-dedans. Ça s'inverse. J'ai pas trouvé le ratio actuel parce que bah, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé, je cherchais. Par contre, j'ai trouvé ça qui est que de plus en plus, et chez Charles Martin Crum, qui est un des tenants de la psychologie positive en France, il y a de plus en plus de publications sur le bonheur en psychologie et en économie, ce qui est un peu surprenant par rapport à l'économie, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait une évolution. Donc, petit à petit, en fait, on en vient à sortir de cette vision, je dirais, plutôt négative, pour aller vers quelque chose d'un peu plus positif. Ceci étant, je voudrais tout de suite démarquer mon propos de la pensée positive. Il ne s'agit pas de ça. La pensée positive, c'est une pensée qui peut, je ne vais pas porter de jugement général, mais qui peut avoir un caractère assez magique, c'est-à-dire on pense quelque chose de bien, puis ça va se produire. Or, c'est pas du tout ce qui se passe là. La démarche appréciative, vous allez voir, c'est une démarche de curiosité, d'investigation, d'enquête pour découvrir des forces de vie. Ce n'est pas une pensée positive a priori, c'est plutôt d'abord une démarche de curiosité. Et on n'est pas dans cette injonction au positif. Ce n'est pas du tout l'intention de notre travail. Euh, D'ailleurs, cette injonction positive, elle produit souvent un effet très inverse chez des gens. Et elle met autant de pression, elle met de la pression sur la recherche du bien-être, la recherche du bonheur. Et à force de le chercher et de dire qu'on le cherche, on est en train de dire qu'on l'a pas. Donc, c'est pas le propos. Par contre, le propos, là, c'est plutôt d'aller dans l'investigation et d'aller chercher ces forces de vie, comme je vous le disais. Et ça commence maintenant à se développer beaucoup. Je montrais là, hein, bizarre ça. Ah, voilà, voilà. Quelques livres, vous voyez, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps sur les organisations, qu'on ne voit plus comme des problèmes seulement. Donc, ce sont des choses, je dirais, qui évoluent à partir de présupposés. Alors, je vous ai mis cette petite phrase de David Cooper-Heider, qui est le créateur, je vous raconterai tout à l'heure l'histoire, euh, qui est que chaque entreprise, chaque homme, chaque système a quelque chose qui fonctionne bien, qui lui donne vie, efficacité, assure ses réussites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes vivant, où nous sommes vivants, nous les uns et les autres, c'est qu'il y a des forces de vie qui, quand même, supplantent les forces de destruction. Et c'est vrai aussi dans le monde des organisations. Et il y a des organisations qui sont détruites d'ailleurs, qui meurent. Et voilà, ça fait partie des cycles, hein. Et puis d'autres qui survivent à partir du moment où nous, en tant que coach ou consultant, ou quelle que soit notre fonction à l'intérieur de l'entreprise, à partir du moment
où ça fonctionne, c'est qu'il y a quelque chose qui le permet. Et qu'est-ce que c'est quelles sont ces choses qui le permettent? Donc c'est un peu, on est là dans les présupposés, aller tourner l'enquête, l'investigation de ce côté-là. Ça va, vous me suivez là? Ok, alors je continue. Donc, en fait, pour nous, dans la démarche appréciative, dans l'approche appréciative, l'idée, c'est de savoir ce que l'on cherche et ce que l'on garde. En fait, on cherche. Picasso disait, je ne cherche pas, je trouve. D'accord, mais nous, parfois, pour trouver, on a besoin de chercher un peu. Et qu'est-ce qu'on cherche, en fait? Cette diapositive que je vous montre là, c'est souvent la focalisation de notre attention sur ce qui ne va pas, sur les points à améliorer. L'amélioration, par exemple, est une notion, vous voyez, en entreprise qui est extrêmement problématique. Améliorer signifie que ça ne va pas, ou que ça ne va pas bien sur ce qu'on veut améliorer. Et on s'en est tellement bien aperçu qu'on a parlé d'amélioration continue pour ne pas dire que ça ne va pas. Donc, bon, on va focaliser souvent sur les faiblesses, sur les problèmes. Et ça, c'est là où on met notre attention. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que plus on met d'attention quelque part, et plus l'objet de notre attention existe fort. Par exemple, j'accompagne un petit labo de recherche, enfin non, un labo, pas petit, de recherche, actuellement, où il y a un directeur de recherche qui était un ancien directeur du labo, euh, qui, avec deux personnes, eh bien, conteste les décisions de direction qui sont pourtant assez consensuelles, conteste des orientations de l'unité de recherche qui sont validées démocratiquement et qui donc posent de sacrés problèmes. La directrice et son adjoint du labo, en fait, passaient leur temps à essayer de résoudre ce problème-là. Donc, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ça a donné une grosse importance à ce directeur de recherche qui flanquait le bazar, qui s'est vu être l'objet d'attention, les autres moins. Ça a détourné les personnes de l'attention portée sur des choses extrêmement importantes, qui est par exemple des projets de recherche extraordinaires qu'ils ont, enfin, vraiment extrêmement excitants pour le bien commun. Et donc, mettant leur attention à cet endroit-là, ça existait plus, et ceux qui avaient de la valeur existaient moins. Donc évidemment, je vous décris pas l'action qu'on a mise, qu'on a faite pour que ça change. Donc, si vous voulez, là, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, on est dans une approche constructionniste. Plus on se concentre sur quelque chose et plus ça existe. Et l'objet de notre attention, évidemment, est bien, je veux dire, on peut décider de l'objet de notre attention. Je continue donc avec quelques points là, mais pour vous dire quel est le paradigme, c'est un mot un peu savant, mais enfin, disons les choses qu'on considère. Donc, vous avez bien compris qu'on ne va pas regarder l'organisation comme un problème, mais on va plutôt chercher les forces dans une organisation, dans un groupe humain. Quand je dis une organisation, ça peut être aussi une équipe, hein. Ça peut être un groupe humain, ça peut être quel que soit le secteur, une association, une entreprise, un service public. L'autre chose qu'on met très fort en avant, c'est qu'une organisation, vous voyez, c'est un mot, c'est quelque chose de fixe dans des approches traditionnelles. Nous, on parle plutôt d'un mouvement continu. Il y a toujours du changement dans une organisation. Et l'anglais est intéressant parce qu'il a un gérondif, organizing. L'autre chose aussi qu'on met en avant, c'est que la réalité, bah, les mots diraient la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on dit quelque chose, eh bien, ce serait décrire la réalité, alors qu'en fait, on s'est aperçu, et ça fait bien longtemps déjà, que les dialogues, nos échanges, créent des réalités partagées. Et il n'y a pas une réalité unique dans le monde humain, tout au moins. Et c'est aussi même très travaillé dans le monde de la physique, surtout le point d'après, où on observerait une réalité extérieure. Vous voyez, donc vous, coach, par exemple, consultant, chargé d'un changement dans votre organisation, et vous voyez ce qui se passe. Mais en réalité, nous, on dit qu'on est dedans. On participe à ça. On est pleinement dedans. C'est vrai dans le monde humain particulièrement, c'est même vrai dans le monde de la physique, puisque je ne sais plus quel grand physicien, je sais pas,
c'est Niels Bohr, qui disait à son collègue Wolfgang Pauli, ne viens pas me rendre visite à tel moment parce que je fais une expérience sur des particules et à chaque fois que tu viens, ça modifie leur comportement. Donc vous voyez, même dans l'infiniment petit, ça peut avoir un intérêt. Enfin, et c'est plus proche de notre sujet du thème, on a souvent pensé à un chef charismatique ou en tout cas un leadership euh, qui voit le futur et visionnaire. Nous, on pense que bien sûr, le rôle des leaders, c'est d'aller trouver les bons sujets parce qu'ils ont des informations que d'autres n'ont pas, mais que sont les dialogues et les conversations qui créent eh bien, les réalités futures. Voilà, ça vous choque pas tout ça? Si vous avez des choses. Ok, donc on est bon. D'accord, d'accord. Alors, je continue, je vous dis un petit peu plus sur la démarche et puis après on va pouvoir l'expérimenter. Je vais un peu vite hein, parce que je tiens à ce que vous puissiez prendre au moins 10 minutes pour l'expérimenter. La démarche, donc, je pense que vous avez bien compris que on cherche les forces de vie. Hein. Donc, inquiry appreciative, hein, c'est pas, les gens parlent souvent de l'appréciative. C'est d'abord l'enquête. Le plus important, c'est d'abord d'exercer une curiosité. C'est d'ailleurs positif d'exercer une curiosité, puisque ça dit que l'objet de notre curiosité est digne d'intérêt. Donc c'est d'abord enquêter. Et le contresens souvent, c'est que les gens disent appréciatif, c'est-à-dire c'est une démarche positive. C'est d'abord une démarche de recherche. Bien sûr, on va aller chercher ce qui fonctionne dans une organisation ou chez une personne, tout simplement. Si vous faites du coaching individuel, vous pouvez tout à fait utiliser cette approche, en l'adaptant bien évidemment. Et puis, donc, évidemment, on va se focaliser sur ce qui donne vie à l'organisation, je n'en dis pas plus. Voilà les créateurs. Donc, vous avez à gauche le professeur Suresh Srivastava. Voilà, je l'écris parce que quand même, c'est pas facile à retenir ce nom. Et Suresh Srivastava donc, était le professeur de David Cooper Ryder, qui, dans les années 86, a fait sa thèse en développement des organisations, ça s'appelle comme ça, Organizational Development aux États-Unis. Et puis, avec comme tuteur un jeune professeur qui est celui qui est le moustachu en bas, qui est Ron Frey, comme vous voyez qu'il est un peu moins jeune maintenant, mais je ne vous dis pas son âge. Et à droite, vous voyez la Case Western Reserve University. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, David fait sa thèse. On est en 1980, il a soutenu sa thèse en 1986, il fait sa thèse, et pour faire sa thèse, il avise l'hôpital de Cleveland, parce que, évidemment, il a besoin d'un terrain pour aller réfléchir sur un certain nombre d'hypothèses de fonctionnement. Et l'hôpital de Cleveland, c'est un super hôpital à l'époque, ça reste d'ailleurs à Paris un très bon hôpital en matière de chirurgie cardiovasculaire. Et donc, il va là-bas, et puis il s'aperçoit que eh ben, il rentre un peu déçu, en fait, euh, au labo. Et il dit à Suresh Srivastava, je comprends pas, ils m'ont pas dit tout ce qu'ils faisaient de chouette, alors qu'ils sont super performants, c'est bien connu. Et Suresh lui demande, mais quelle question as-tu posée? Et là, David se rend compte qu'il a posé des questions plutôt neutres. Par exemple, comment fonctionne le service? Vous voyez, des choses qui donnent qu'il a même investigué à certains moments quand les gens ont dit bah, c'est difficile parce que c'est quoi vos difficultés? Et en fait, en posant des questions neutres ou des questions plutôt négatives sur ce qui n'allait pas, il a obtenu des réponses dans ce sens. En fait, une question neutre, hein, moi, j'ai observé ça, mais je ne suis pas le seul. Une question neutre, en fait, elle a pour tendance de susciter des réponses négatives. Si par exemple vous terminez une réunion en disant qu'est-ce que vous avez pensé de la réunion? Vous risquez d'être mal à la fin de la réunion, alors que la réunion pouvait être super chouette. Ou si vous animez un groupe, c'est pareil. J'ai jamais demandé qu'est-ce que vous avez pensé de ça. Il y a d'autres questions qui sont plus intéressantes, mais je ne les dis pas. Vous les trouvez. Donc, en fait, donc David retourne là-bas et puis il se dit, bah, je vais investiguer sur ce qui marche bien puisque c'est un bon hôpital. Et quand il y va, il pose donc des questions sur et comment est-ce que vous avez obtenu ce résultat-là et comment est-ce que vous obtenez des taux de succès comme ça sur vos opérations, etc. Et là, il reçoit des réponses positives, évidemment. Et il dit, alors vous pouvez me raconter? Et les gens racontent. On lui raconte plein d'histoires. Et donc, après, donc, il se dit, c'est super.
Et, mais il s'aperçoit d'une autre chose en plus, c'est que donc, quand on pose des questions plutôt positives aux gens, ils sont curieux, ils ont envie d'en parler. Et ils sont contents, ils racontent des histoires. Et puis il s'aperçoit en plus que non seulement ils sont contents, mais en plus ils ont plein d'idées supplémentaires alors qu'ils font déjà des choses très bien. Et alors là, c'est là qu'il y a une vraie révolution en fait. Parce que jusqu'à maintenant, les sciences humaines, sciences sociales, pensaient que c'était en traitant les difficultés que les choses allaient mieux ou allaient bien. Et en fait, ce que découvre David à ce moment-là, c'est qu'en découvrant les forces de vie et en les faisant s'exprimer, les choses ont envie d'aller, les gens ont envie d'aller plus loin. Et ils ont envie, en fait, de faire toujours mieux, toujours plus. Et donc, ils se lancent dans des projets. Pendant 2 ans, David les accompagne sur ces projets. Mais vous voyez la révolution, pour ça que ça s'appelle, un des premiers livres de David s'appelle Positive Evolution and Change. Donc, une révolution positive, c'est un retournement, en fait. Le retournement, c'est que généralement, on pense qu'on avance bien parce qu'on a des problèmes et qu'on les résout. Là, on voit qu'on avance bien parce qu'on a des forces et qu'on les met au service d'aspiration. C'est ça la révolution. C'est une vraie révolution dans les sciences humaines, hein. C'est un changement complet de vision. Je continue. Donc, la science, la psychologie dite positive, valide ça dans les années 2000 avec Barbara Fredrickson. Elle monte un tas d'expériences pour montrer que quand on a des émotions dites positives, j'aime pas trop cette expression, mais enfin en tout cas des émotions agréables, comme la joie, le plaisir, l'intérêt pour quelque chose, notre attention s'élargit et on devient plus créatif et on imagine des solutions aux questions qu'on se pose. Et c'est exactement l'inverse quand on a des émotions désagréables. Or, pendant longtemps, on a pensé que dans les organisations, il fallait créer de l'attention et des émotions désagréables pour que les gens se bougent. C'est tout l'inverse. Barbara Fredrickson a fait plein d'expériences comme ça et elle a appelé ça le modèle de l'élargissement attentionnel, Broaden and Build Model, que vous voyez là en dessous. Je ne vous raconte pas les expériences. Si on a du temps après et que vous avez de la curiosité sur ces expériences, elles sont assez. Il y en a une qui est assez rigolote, je vous la raconterai, mais je ne voudrais pas prendre trop de temps sur votre expérimentation à vous. Ça va? On peut continuer. Donc, une petite phrase de notre professeur Ron Fry, hein, que je vous laisse lire. Euh, bon, ça résume un petit peu ce que j'ai dit, hein, je pense. Donc, voici comment ça se passe en général un projet appréciatif, hein. Au départ, on définit un sujet, évidemment, qui a de la valeur pour tout le monde, comme par exemple, eh bien, on veut conjuguer plaisir et performance dans notre travail. C'est ce que avait fait une petite boîte que j'ai accompagnée il y a quelques années. Donc, on a un projet dit positif. On va chercher dans notre façon de faire actuellement ce qui, ce qui va le plus dans ce sens-là pour trouver les forces existantes. On va ensuite rêver l'avenir. En anglais, le D que j'ai traduit par devenir, c'est dream. Puis designer le changement, c'est-à-dire voir les grands types d'actions qu'on peut prendre. Et puis enfin, déployer le changement sur une certaine durée. Donc voilà très simplement le processus appréciatif. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre, voilà, attends, je regarde qu'un temps, oui, ça va aller, de prendre un petit temps pour découvrir le questionnement appréciatif donc, qu'on utilise dans la phase de découverte, puisqu'on n'a pas ensemble défini d'un projet positif, si ce n'est que le plaisir de se retrouver ensemble. Alors, donc la phase de découverte, c'est une phase dans laquelle on va se raconter des histoires, des expériences qu'on a réussies. On va chercher ce qu'on a fait pour réussir ces histoires, les compétences, les talents, les ressources, les aptitudes, tous les mots qui vous paraissent utiles, que vous aimez employer. En général, moi, je simplifie les choses en disant comment tu as fait, hein, enfin. Et puis, c'est plus simple. Et puis, retrouver les sources de satisfaction.
Et puis, je vais vous demander quand même, vous proposer de rêver un petit peu aussi. Donc, voici le questionnement appréciatif que je vous propose sur le sujet du jour. Sur le sujet du jour, puisqu'on est sur l'idée de changement avec la démarche appréciative telle qu'a été annoncée par Isabelle. Mais ça reste le sujet, hein. Ce que je vous propose, c'est de, je vous proposais d'être en duo. Et grâce à Stéphane, on va pouvoir activer la fonction de, de, de duo. Donc, et de prendre 10 minutes. Voyons, est-ce que ça va aller 10 minutes? 20, 30, ça nous fait quoi? Ça fait 20 minutes. Ça nous amènera à 18h40. Bon, hein, on va essayer ça. Être peut-être 7 et 7, 14. Oui, peut-être tu as raison. C'est peut-être plus réaliste. Mais bon, on va dire 7 minutes. Voilà, comme ça, c'est bien. Euh, Ce que je vous propose en 7 minutes, c'est de poser à l'autre personne qui sera avec vous dans une salle de sous-commission, comme on dit, peux-tu me raconter une situation dans laquelle tu as conduit ou contribué à un changement avec succès et dans laquelle tu t'es senti complètement engagé, plein de ressources et de vie? Donc, c'est pas forcément un truc extraordinaire, hein, c'est pas forcément dans le boulot, ça peut être dans votre vie personnelle, d'étudiant, peu importe. Mais l'idée, c'est de retrouver une expérience vraie, vivante. Et de raconter l'histoire, pas un truc abstrait, hein, parce qu'on est très abstrait dans notre pays, mais de dire vraiment avec des couleurs, avec des sons, des images, du mouvement. Voilà. Donc, la deuxième question que je vous propose de poser à votre partenaire, là, c'est quelles furent les compétences, talents, qualités que tu as mises en œuvre, ou comment tu as fait, quoi. Quelle satisfaction en as-tu retiré? Et quels seraient les trois souhaits que tu formulerais pour vivre de nouvelles expériences de leadership pleines et heureuses, évidemment dans un contexte de changement, mais ailleurs aussi? Oui, Et donc quatre peut-être questions très simples. et peut-être je me permets de compléter, Jean, puisque ces questions, il va falloir que chacun, s'en rappelle, Oui. et peut-être pour ceux qui souhaitent, vous pouvez faire imprimer écran pour conserver les questions et les avoir, une fois que vous serez dans vos salles Zoom. Si ça te convient, Jean? Tu veux faire quoi exactement? Que chacun appuie sur, tu sais, tu peux faire imprime écran sur ton clavier Ah, et d'accord, après, ok. quand tu fais coller, sur un document Word, bah, tu as, la photo de l'écran, ce qui permettra à D'accord. chacun de pouvoir, Ouais, avoir les questions d'accord. Ouais, ben moi, faites comme c'est le mieux pour vous. ou les noter ou voilà, ce qui est Oui, bon enfin, pour vous. ces quatre questions simples, hein, une histoire, mais dans laquelle vous avez été vraiment impliqué, vous avez joué un rôle, quoi. Hein, c'est pas quelqu'un d'autre qui a fait le truc. Vous avez vraiment contribué, quoi. On peut faire un copier-coller dans le chat aussi. Ça peut être Oui, aussi simple que ça. Ouais, sauf que le chat, quand vous allez être en breakout room, Ah, vous allez plus l'avoir. oui. Bon, je pense que vous pouvez les noter ça assez facilement, hein, quand même. Ou faire une photo avec votre téléphone. Souvent, les gens font ça. C'est bon, là? Alors, je vais arrêter le partage d'écran pour vous. Ah ben non, je peux peut-être mettre vous déjà aller dans le. Mince, où est-ce que je retrouve plus la salle de répartition? Voilà. Alors, Tu as en- la possibilité de ne pas m'envoyer moi, Jean? oui, combien de personnes Bah, là, on est en nombre pair, du coup, si tu fais combien- des binômes. Ça fait com- 6 salles, ça fait 6 salles. Merci, c'était le sens de ma question. Et il y a quelqu'un qui vient de quitter le chat. Est-ce que. Le Ok. Bon, en fait, je crée les salles et puis on voit ce qui se passe. C'est- 6 ou 7. je vais créer 6 salles, hein. Allez, tentons. Et Isabelle, je Je vais. reviendrai. Ouais, tu reviens. Hop, toutes les salles sont ouvertes et on se donne jusqu'à 15 minutes 38. Donc 7 minutes pour l'un et 7 minutes pour l'autre à tour de Voilà, rôle. exactement.
Alors, Hop, ouais, moi j'ai après, refusé. ouais, donc à ce moment-là, il faut que je déplace. Ah, mais c'était pas toi. Oui, ah, super. Tu étais dans une salle à trois, toi. Et Eh ben, voilà, c'est bon. super. Bon, Magnifique. eh ben, écoute, hein, voilà. Ah, attends, je suis Mm. en train de foutre mon diaporama là. Euh, Tac. Voilà. Bon, bah écoute, j'ai fait un peu vite parce que j'avais prévu d'autres choses, hein, mais j'espère que c'est pas trop speed. Écoute, ça va? Est-ce que peut-être tu peux mettre l'enregistrement en pause? Alors, comment je fais ça, moi? Euh, ah oui, il faut que j'arrête le partage d'écran peut-être, hein. Et à l'endroit où tu as lancé l'enregistrement, tu dois avoir la possibilité de J'y vais. Je vais essayer de trouver ça. Enregistrement, c'est là-haut. Voilà, en pause. Enregistrement, voilà. merci. Moi, j'ai une Donc, question. Comment oui. faites-vous quand c'est un nombre impair vraiment dans le groupe et qu'on n'a pas le choix, on a 7 personnes, par exemple, ou qui Oui, eh doivent être... ben, moi, à ce moment-là, on fait un trio quand on peut pas faire autrement. Parfois, quand c'est un petit groupe et que moi, je m'y colle, hein, en tant D'accord. qu'animateur. Et puis, C'était ma question, en fait. Est-ce qu'on ose s'intégrer ouais, moi, dans les tant programmes, que... oui, quand je travaille comme ça. Et puis, vous savez, quand sinon, c'est un processus de grand paresseux quand même, hein. Mm, C'est-à-dire que parce que, en fait, souvent, on a des temps de travail. Sur, par exemple, deux ou trois sujets. Là, je vous ai proposé de faire ça en 7 minutes, donc 10 minutes, mais quand on a plusieurs sujets, c'est trois quarts d'heure par personne. Donc, ça fait une mm, heure et demie. ah oui. Ben, voilà, c'est sympa d'être dans le coup aussi. Ok. Sinon, Merci. Et alors, est-ce que juste, tu peux, au moment qui sera juste pour toi, Jean, c'est peut-être prévu, nous dire justement quelle serait la suite de la démarche dans un accompagnement pour la gestion du changement, de la transformation? alors, je ne sais pas si je pourrais, mais enfin, on verra. Enfin, je vais essayer. En tout cas, ce que je voulais partager avec vous, puisque c'est notre sujet, c'est qu'est-ce que c'est que justement un leadership appréciatif qui permet de conduire un changement. Et là, je fais référence à un des travaux principaux, hein. Euh, le livre date de 2015, il n'est pas complètement récent, mais il est assez up-to-date. Ça a été piloté par Diana Whitney, c'est la dame là qui est là. Vous voyez. Donc là, c'est une grosse enquête, sont interviews, des panels de leaders. C'est publié dans ce bouquin-là, qui n'est pas traduit, hein. Et voilà ce qu'elle a trouvé, Diana Whitney. En fait, elle trouve dans ce leadership appréciatif pour accompagner les changements, il y a une dimension d'enquête, inquiry, d'inclusion de toutes les parties prenantes, d'inspiration. Donc, vous voyez, un peu ce qu'on disait, hein, trouver vraiment ce qui va donner envie, d'intégrité au sens de clarté, clarté des rôles, clarté de distribution, et en même temps d'incarner le changement. Et illumination, c'est là aussi le fait de mettre en valeur toutes les, toutes les richesses individuelles dans un collectif. J'ai remis ça sur une diapositive, on vous enverra ça, hein. Euh, donc, vous voyez le point clé là, dans cette affaire-là, au départ, c'est elle parle du questionnement, inquiry, et enquête, hein. Et donc cette curiosité, c'est celle dont vous avez fait preuve là, pour extraire tout ce que vous avez extrait. Donc il y a écoute, il y a apprécier et illumination. Je trouve son mot est très joli parce que ça parle de comment les personnes illuminent leur travail, comment elles réussissent à faire quelque chose de magnifique. Là, c'est découverte des forces et non pas d'efforts, hein, des individus du collectif, c'est ça l'idée. Donc en fait, dans les processus de changement, ce qu'a observé Diana Whitney à l'expérience avec ses collègues, c'est que chez les leaders, il y a toujours ça, cette dimension de questionnement, cette dimension de trouver comment les individus contribuent, l'inclusion de tous, toutes les parties prenantes sur les sujets.
C'est super important ça, parce que souvent on dit: «Mais cette personne-là, elle a pas les infos, elle est pas assez stratégique, elle est» nous, on intègre le plus de monde possible dans un projet. L'inspiration, donc évidemment, ça vous échappe pas aussi, c'est le sens, que l'action peut avoir pour tous. C'est le partage d'une vision et évidemment d'une vision qui peut être la vôtre, mais c'est souvent pour nous, la co-création d'une vision avec des gens à partir de quelques éléments de base. Je passe rapidement, hein, pour que vous ayez quelques points de repère. Et l'intégrité, j'en parlais tout à l'heure, c'est la clarté. On sait ce qui est attendu de nous. On fait au maximum, pour le collectif. Et donc, du coup, ça donne quelque chose d'exemplaire. Je pense que ça vous a pas échappé quand vous avez un comportement, par exemple, hem, dans une entreprise où il y a une équipe, si ça vous arrive, et que vous faites quelque chose, vous conduisez par exemple un échange d'une façon exemplaire, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des gens qui modélisent, en fait. Ils vont faire, le dirigeant responsable de l'équipe va faire ce que vous avez fait et ça, c'est extrêmement précieux. Bon, je voulais partager ça avec vous, rapidement, puis, heu, donc, non, ça je vais pas vous en parler tout de suite, mais je voulais aussi, vous dire une autre chose sur le changement, qui me semble, importante. Vous savez, on a une espèce de mythe en France, ailleurs aussi, il y a de la résistance au changement. Ce serait un petit peu comme une égrégore qui planerait au-dessus de nos têtes et qui, quand on veut un changement, s'incarnerait et ferait que les gens résistent. Quand on regarde de plus près la littérature, scientifique sur le sujet, on s'aperçoit que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En fait, les gens, ils résistent au fait qu'on veuille les changer et ils résistent au changement qu'on leur impose et ils résistent au changement dont on ne voit pas l'intérêt. Bah, franchement, ils ont raison, non? Quand si tout faudrait vraiment, être, comment, pas très bien pour dire, «Je veux que tu me changes et je veux pas que tu me ch je veux que tu me changes sur des choses qui sont moins bien et puis que tu me l'imposes, hein, parce que sinon ça se fera pas». Vous voyez, vous imaginez un peu? C'est une folie de penser ça, tout simplement. Et c'est un mais beaucoup de leaders pensent encore que la résistance au changement, ça s'applique quoi qu'il en soit. C'est pas du tout ce qu'on pense et en plus, souvent quand il y a des changements, ce qui se passe, c'est qu'on dit, quand on est sympa, un leader sympa, qu'on n'impose pas un changement brutal, on va montrer tout l'intérêt de la nouveauté. C'est ce que j'ai mis en haut de mon schéma là. On va stimuler la curiosité, projeter dans le futur et cetera. Sauf que si on n'a pas validé l'existant et construit les choses sur un socle fort, c'est-à-dire cette continuité, hein, ce qui est apprécier ce qui est, en limitant évidemment les perturbations parce que, par exemple, les questions organisationnelles sont souvent complètement factices. C'est pas dans les structures d'organisation souvent que se trouve la réponse, mais souvent c'est là qu'on la met. Eh bien, évidemment, c'est problématique. Donc, nouveauté et continuité sont à articuler, tout comme, évidemment, montrer, eh bien, ce qui marche, hein, et donc reconnaître les avancées. Et donc tout ça, Hem, comme c'est extrêmement participatif par rapport à notre sujet du leadership du changement, et bien, ça fait qu'il y a pas tant de résistance que ça, si les gens, sont embarqués. Donc ça, je voulais partager aussi avec vous, en complément de ce que vous avez dit, sur ce qui fait que des changements dans votre expérience, se sont avérés, positifs. Eh bien, voici quelques éclairages à la fois sur la recherche de Diana Whitney, sur les grands éléments qui font que ça marche et puis sur, cette conduite du changement qui, à mon avis et à l'expérience, je l'ai constaté bien des fois, doit respecter ces 3 éléments-là. Voilà, j'en arrête là parce que j'avais dit que je ne dépasserais pas 10 minutes. On a encore quelques minutes si vous avez des questions et c'est bien volontiers. Je vais désactiver le partage pour qu'on puisse se voir, éventuellement. Alors moi, j'ai une question très pragmatique. Quand vous disiez là qu'on récupère les planches que vous avez montrées et l'enregistrement, comment ça marche? J'avoue que c'est la première fois que je fais du meet-up, et cetera, donc question très,